À la une ce soir. It's not a surprise. It's something that the U.S. has been planning for a few months. L'imposition de nouveaux tarifs américains liés au travail forcé, le Canada n'y échapperait pas. Nous partageons cet objectif, l'élimination du travail forcé des enfants dans notre chaîne d'approvisionnement. En visite à l'Assemblée nationale, Danielle Smith plaide pour une alliance Alberta-Québec. We have the opportunity for an incredible collaboration and partnership on trade. Entente Québec-Ottawa sur les infrastructures, la lenteur des négociations dénoncée par les oppositions. Madame Fréchette et son équipe sont allés chercher des sous, mais évidemment après tout le monde. Quelles concessions ont été faites pour pouvoir obtenir des ententes qui traînaient depuis longtemps? J'avais l'impression de revivre dans le passé hier avec cette annonce. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors encore la question des tarifs douaniers américains qui revient à l'avant-plan, une nouvelle menace qui plane sur le Canada, mais aussi sur une soixantaine de pays. Cette fois, le représentant du commerce au commerce américain propose des droits de douane de 10 %. Sabrina, donc l'administration Trump qui juge que certains pays n'en font pas assez pour lutter contre le travail forcé. Oui, il y a une enquête sur le sujet qui a été menée par les États-Unis et qui a été donc dévoilée aujourd'hui. Alors, ce qu'on comprend, c'est que les États-Unis considèrent que certains pays, dont le Canada, n'en font pas assez pour s'impliquer correctement dans l'interdiction d'importer des produits qui sont fabriqués dans un contexte de travail forcé. L'administration Trump, donc, comme tu l'as mentionné, a menacé aujourd'hui des partenaires commerciaux quand même relativement importants. On parle notamment du Canada, de Taïwan, du Royaume-Uni, également du Mexique, d'imposer donc des tarifs douaniers de 10 %, une soixantaine de pays au total qui sont donc visés par ces nouveaux tarifs. On a quand même très peu de détails. Quand ça pourrait commencer, pendant combien de temps, c'est pas très clair pour l'instant, mais ça donnait quand même des échanges houleux du côté de la Chambre des communes à Ottawa. On importe un produit fait avec le travail forcé parce que ça réduit les salaires et ça enlève les emplois aux Canadiens. Maintenant, les Canadiens peuvent perdre encore à cause des tarifs des États-Unis liés aux produits achetés par des régions où ils utilisent le travail forcé. À quand le premier ministre va-t-il finalement agir pour bannir tous les produits venant de la province de Shenzhen? Tous les biens qui entrent au pays sont assujettis à des contrôles à l'importation et des processus de vérification rigoureux. Ouais, donc, ce qu'on nous disait, en fait, c'est que tout le matériel, en fait, qui arrive de l'extérieur, fait vraiment face à une vérification qui est très rigoureuse. Et pendant ce temps-là, il y a Mark Carney également qui a réagi et qui a dit qu'il n'était pas trop surpris de la nouvelle menace des tarifs des États-Unis sur le Canada. In the decision, Canada, the carve-out for CUSMA is referenced and maintained. So that puts us in a position where, again, we would still have the best trade deal of any of the U.S. trade counterparts. Pendant ce temps-là, Sabrina, il faut parler de l'ambassadeur des États-Unis qui était à Québec aujourd'hui. Oui, voilà, il était donc à Québec pour rencontrer notamment la première ministre du Québec, Christine Fréchette. Et cette rencontre-là, ça survient dans un contexte quand même assez particulier. Vous le voyez à l'écran. Donc, l'ambassadeur des États-Unis au Canada a repartagé cette publication-là de Donald Trump où il faisait encore état du Canada comme étant le 51e État. Et tout juste avant la rencontre aujourd'hui, donc entre Christine Fréchette et l'ambassadeur des États-Unis au Canada, donc lorsqu'il est rentré donc à la salle Honoré-Mercier. Il en a rajouté aujourd'hui en disant que Donald Trump et Mark Carney devraient avoir une excellente conversation concernant justement le 51e État. Mais sinon, pendant la rencontre, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a surtout été question des tarifs douaniers. Christine Fréchette qui s'est dit satisfaite des échanges et a demandé même si c'était donc possible d'abolir carrément les tarifs ou à tout le moins d'avoir des tarifs qui sont bas. J'ai rappelé l'importance que l'on a pour les Américains, notamment en lien avec l'aluminium, en lien avec l'acier, le bois d'œuvre. C'est des secteurs qu'il reconnaît comme étant importants. On va continuer à militer pour les intérêts des Québécois et de faire valoir, par la force de notre diplomatie à l'international, notre voix particulière dans le Canada. Bon, je termine en mentionnant que Donald Trump, oui, a émis des commentaires via Truth Social, mais ça fait exactement une semaine qu'on ne l'a pas vu dans l'œil du public, Marie-Christine. Merci, Sabrina. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, était de passage à Québec. Elle a notamment rencontré notre première ministre, Christine Fréchette. Laurence, donc, de quoi il a été question pendant cette rencontre?
Ouais, bien, il a été question d'autonomie provinciale, de développement économique, et ça a été des discussions teintées par le fait qu'on est en train là, de réviser l'ACEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Elles ont aussi discuté de la loi de Claire, là, ou la loi Gabi-Renault, comme on l'appelle ici, parce qu'il faut dire que c'est une loi qui est déjà en vigueur en Alberta. L'objectif des premières ministres était aussi de développer des liens commerciaux, et la première ministre de l'Alberta a même évoqué l'idée d'appeler ça Alberbec ou Keberta. Et c'est d'ailleurs pour cette raison là, que Danielle Smith s'est rendu un peu plus tôt aujourd'hui au port de Québec pour rencontrer les chambres de commerce. Et là-bas, il a notamment parlé là, du processus référendaire sur la séparation de l'Alberta du Canada là, qui va avoir lieu en octobre prochain. Et elle a fait un plaidoyer là-bas là, pour un Canada uni, et elle estime que nos provinces peuvent gagner à travailler ensemble. Et même si nous avons certaines différences, je crois que nous avons beaucoup plus en commun que ce qui nous distingue. La rencontre d'aujourd'hui va permettre de resserrer ces liens commerciaux qu'il y a entre le Québec et l'Alberta. Donc, merci beaucoup. Thank you for your visit. Et Laurence, il y a le transfert de l'enveloppe de 10 milliards d'Ottawa vers Québec, notamment pour le transport en commun, qui continue de faire réagir à Québec. Oui, tout à fait. Les partis d'opposition qui continuent de demander à voir le contenu de cette entente pour savoir quel genre de concessions ont été faites pour qu'on arrive finalement à une entente. Comment ça se fait là, que tout d'un coup, on ait réussi à s'entendre après que ça a été si long, là, des négociations si longues? Et il y a également le PQ, là, vous allez l'entendre un peu plus tard, qui craint qu'on ait une reddition de comptes à faire à Ottawa. Le PLQ aussi qui rappelle que cette somme ne permettra pas de nouveaux investissements, mais plutôt de financer des projets qui avaient déjà été annoncés et qui ont été retardés justement par le fait qu'on n'arrivait pas à s'entendre. De son côté, la CAQ défend ces négociations, mais admet là, que c'est pas de l'argent qui va permettre de financer des nouveaux projets. Nous, on veut des ententes sans conditions. On ne veut pas de reddition de comptes à Ottawa. On ne veut pas devoir se soumettre à des critères qui viennent d'Ottawa. Cet argent-là, c'est notre argent et on doit l'utiliser comme on veut. On répare juste les anciens projets. On ne parle pas de vision du futur, là. Moi, je suis satisfait du résultat de cette négociation-là parce que, pour l'essentiel, on a protégé nos champs de compétences. Et moi, je me réjouis de ça. Ça va nous permettre d'accélérer les projets, d'en faire entrer d'autres éventuellement. Le plan québécois d'infrastructure a été déposé avec le budget et tout ce qui va être annoncé dans les prochaines semaines, c'est ce que nous avions prévu dans le budget. Des sommes qui, on le rappelle, vont permettre de financer des projets en transport en commun, dont le tramway à Québec et le prolongement de la ligne bleue à Montréal. Merci beaucoup, Laurence. Ottawa recule sur la taxe Netflix. Le CRTC voulait forcer les diffuseurs comme Netflix et Spotify à investir 3 fois plus dans le contenu canadien, mais le gouvernement est finalement revenu sur sa décision. Le ministre Mark Miller s'inquiète d'une hausse des prix pour les abonnés. Donc, Ottawa pourrait absorber une partie de la facture pour éviter de la refiler aux consommateurs. On va parler maintenant d'un accident de travail quand même pas banal. C'est un travailleur d'ArcelorMittal qui était en pause et qui s'est préparé un breuvage en le mélangeant avec un bâtonnet à café fourni par l'employeur. Le bâtonnet s'est cassé et le travailleur en a avalé un morceau, subissant des blessures à l'œsophage. Donc, le tribunal administratif du travail a tranché. L'employé a bel et bien subi une lésion professionnelle dans le cadre de son travail. J'en discute à l'instant avec l'avocate en droit du travail, Marianne Plamondon. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, êtes-vous surprise par cette décision-là? Mais pas vraiment. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au Québec, on a un régime sans faute au niveau de l'indemnisation des travailleurs lorsque un accident du travail survient sur les lieux du travail à l'occasion du travail. Donc, dans ce contexte-là, on ne cherche pas de savoir à qui la faute. On fait juste respecter certains critères, puis à partir du moment qu'on les respecte, la personne devient éligible au régime d'indemnisation. Donc, dans ce cas-ci, la question était de savoir est-ce que c'était à l'occasion du travail. L'employeur, évidemment, argumentait
que c'était sa décision de prendre une boisson et d'y mettre un bâton et qu'il n'avait aucun contrôle ni autorité là-dessus et qu'il n'avait pas de connexité avec le travail, alors que le travailleur, lui, disait, le bâtonnet m'a été fourni par l'employeur durant ma pause, avec l'objectif, justement, pendant la pause, qu'on puisse se prendre ce genre de boisson. Et donc, dans ce cadre-là, c'est survenu à l'occasion du travail. Et le tribunal, là, sans trop de surprise de mon côté, parce que quand même, la notion a été élargie avec le temps depuis le début de ma pratique. Je pense que de plus en plus, ce genre de cas-là sont acceptés, même si on est pendant la pause, même si, qu'évidemment, personne n'aurait pu prévoir qu'un bâtonnet là, pouvait être ingéré comme ça et causer des lésions par la suite. Le tribunal a conclu là, que la personne avait effectivement, à l'occasion de son travail, subi un accident du travail. Donc, même si c'était pendant la pause, puis dans ce dossier-là, dites-moi, quel rôle quand même a joué le fait que le bâtonnet soit fourni par l'employeur? Bien, effectivement, c'est un des arguments là, que le tribunal retient de la part du salarié en disant c'est comme un outil, quelque chose qui avait été remis par l'employeur. Et donc, dans ce contexte-là, c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de connexité ou encore pas de lien d'autorité ou de contrôle. En ce qui concerne les pauses, il y a vraiment une tendance jurisprudentielle majoritaire maintenant que même si c'est pendant la pause, compte tenu que c'est une période pour se reposer, pour revenir plus efficace au travail, les employeurs sont quand même responsables de leurs employés et doivent s'assurer de limiter les risques durant les pauses. Bien intéressant quand même tout ça. Maître Plamondon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Maintenant, la grogne se fait sentir à l'Assomption. Depuis que la Ville a décidé d'implanter de nouveaux parcomètres, les commerçants ont peur, en fait, que les clients évitent le secteur et que la municipalité perde son cachet. Reportage, Juliette Benoît. On va de l'avant. On va de l'avant. C'est comme je vous dis, on savait que ce dossier ne serait pas populaire. On savait qu'il ferait peur, mais on sait que dans quelques mois, les gens vont constater que finalement, c'est pas si pire que ça. Je suis au centre-ville de l'Assomption et ici, dès l'automne, il va y avoir des parcomètres. Il va également y en avoir dans les rues résidentielles. Il y a des résidents et des commerçants qui ont fait savoir leur mécontentement avec des affiches lors du dernier conseil municipal. Vous êtes en train de défigurer complètement le paysage de l'Assomption. Il y a une pétition qui a accumulé 2000 signatures, mais ça n'a pas empêché la Ville d'aller de l'avant avec le projet. Notre cégep, il y a 2400 étudiants, c'est environ 1800 autos qui viennent à chaque jour chez nous. Le cégep n'a pas les équipements de stationnement, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de fournir environ 30 espaces de stationnement. On considère que ce n'est pas aux citoyens de l'Assomption à payer pour ça, mais à l'utilisateur payeur. Donc, tous les revenus qu'on va faire avec ça va servir à la dynamique du centre-ville, puis va servir à investir dans des nouveaux équipements de stationnement pour accueillir cette clientèle-là. Moi, j'étais à la première rencontre au sujet des parcomètres. Je sais que ça a été un non catégorique. Là, on me dit qu'il va y avoir des parcomètres dans tout le méandre puis que tout le monde va payer. Qu'on va bétonner un parc, un jardin communautaire. Moi, j'ai très, très mal réagi à ça. Ce qu'on entend de plus dans les médias ce soir, là qu'on se parle, c'est davantage de la peur puis de la non-compréhension ou de la... Alors, nous, ce qu'on prétend, c'est que la solution est relativement simple. C'est pas des parcomètres physiques qu'on implante, là, on ne met rien dans les trottoirs. Ce n'est que du parcomètre numérique. J'ai rencontré la propriétaire d'une boutique qui craint que les parcomètres nuisent aux activités commerciales. Selon elle, une quarantaine de commerces sont du même avis. Moi et mon voisin du restaurant Lasson, elle a fait le tour de tous les commerçants assez rapidement, en 48-72 heures. Et puis, pris le pouls de nos collègues voisins, puis dit « Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? » On a recueilli les signatures, les 42 signatures. Puis les gens ne veulent pas d'accommodement. Ils veulent juste pas d'application, ils veulent juste pas de parcomètre. Ça, c'est vraiment clair. Jean-Philippe Meloche, professeur d'urbanisme, nuance les risques. Une tendance là, des commerçants à croire que si on met des parcomètres sur leur rue, les gens vont déserter, alors qu'en réalité, quand il n'y a pas de parcomètre, mais qu'il y a beaucoup de voitures, c'est souvent des voitures non pertinentes qui sont stationnées, par exemple, devant un commerce. Les premières personnes à arriver le matin, c'est souvent les employés du commerce. Les résidents de l'Assomption vont pouvoir continuer de se stationner gratuitement, mais on peut se demander si cette exemption pour les citoyens est vraiment efficace.
Déjà là, si on met ça gratuitement pour des résidents, ça enlève un peu l'impact. Ça veut dire que les résidents vont pouvoir utiliser les espaces payants, mais gratuitement, ce qui va empêcher potentiellement les autres personnes qui viennent de l'extérieur de pouvoir s'insérer. Puis à ce moment-là, ils vont aller ailleurs. Non pas nécessairement parce que les parcomètres coûtent de l'argent, mais parce que de toute façon, ça ne libérera pas de place. Des discussions auront lieu entre la municipalité, les résidents et les commerçants pour assurer la meilleure mise en place du projet. Mais le maire a assuré que le projet irait de l'avant. À l'Assomption, Juliette Benoît pour Nouveau Info. Plusieurs organismes et membres de la communauté LGBTQ+, s'inquiètent de ce qu'on appelle rainbow washing. C'est une technique de marketing opportuniste où une entreprise va afficher les couleurs arc-en-ciel pour se donner finalement une image progressiste et inclusive. Les détails avec Alicia Miljour. Le mois de juin vient tout juste de commencer, soit le mois de la fierté. Et je me trouve présentement dans le quartier du Village à Montréal où plusieurs entreprises montrent leur soutien à la communauté LGBTQ+, avec par exemple des symboles d'arc-en-ciel. La plupart sont des alliés, mais certaines sont pointées du doigt pour une technique marketing qu'on appelle le rainbow washing, un genre d'opportunisme de la diversité. Le rainbow washing, c'est quand il y a des entreprises qui vont saisir, par exemple, le mois de juin ou la semaine de la diversité à Montréal, où il y a les festivités plus intenses, pour venir créer des opportunités d'affaires. C'est généralement des opportunités d'affaires vraiment pour encourager la communauté, la diversité, seulement dans un moment restreint de l'année où est-ce que c'est lucratif puis c'est bénéfique pour les entreprises. Certaines veulent être des alliés, donc il y a plein d'entreprises qui ont vraiment des bonnes intentions quand elles le font. Par contre, d'autres le font aussi pour peut-être un aspect marketing. C'est pas tout le monde, mais on en connaît qui l'ont fait à travers le temps. Et quand on creuse puis qu'on se rend compte que les pratiques sont pas si inclusives que ça, que la culture, elle est pas si bienveillante que ça, le drapeau, finalement, est juste une vitrine un peu vide. Bien, ça fait que les personnes queer se sentent pas sécuritaires, qui se sentent pas vraiment écoutées, vues, entendues, parce que dans le fond, on se sent supporté, entre guillemets, du 1er juin au 30 juin, mais dès que la cloche du 1er juillet sonne, bien là, nos droits sont plus les mêmes. Justement, qu'est-ce que tu dirais à une compagnie qui s'implique vraiment juste pendant le mois de la fierté pour la communauté? Do better. Nos droits queer, c'est un truc annuel, c'est pas juste une trend en juin. Et dans mes rencontres aujourd'hui, je me suis posé la question, comment en tant qu'entreprise ou consommateur, on peut éviter ce genre de technique marketing? Du moment que vous avez l'opportunité de représenter plus qu'un couple d'individus, simplement de venir inclure la diversité. Et tout passe par la culture. On a beau mettre des drapeaux partout, mais si de l'intérieur, on n'est pas vraiment dans cette bienveillance envers les communautés, ça vaut ce que ça vaut. En plus de cette technique de marketing douteuse, plusieurs organismes et membres de la communauté s'inquiètent de la baisse de l'intérêt et du nombre de partenariats de la part des entreprises. Puis quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux il y a à peu près comme 7-8 ans, c'est fou à quel point c'était comme un peu plus trendy d'être queer. Fait qu'il y avait énormément de compagnies. Tu sais, je pouvais booker un genre de 6-7 campagnes dans le temps reliées à la communauté queer. Puis maintenant, c'est à peine si j'en book une. En ce moment, avec au sud, nos voisins qui sont plus dans le régime républicain, conservateur, c'est moins hot, moins trend, moins populaire maintenant. Donc, ils vont simplement surfer la vague qui on leur dit de surfer. Donc, tu sais, quand on parle de gay washing, c'est ça, c'est de le faire là, non parce que c'est important pour toi ou non parce que tu valorises d'avoir ces clients-là dans ton entreprise. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas savoir si une entreprise met un drapeau ou pas, mais c'est voir que certaines entreprises et organisations qui, dans le contexte, reculent et que pour eux, l'inclusion, c'est peut-être plus une priorité. Plus que jamais, il faut qu'on en parle. Il faut que l'inclusion de tout le monde, pas juste les communautés, mais vraiment tout le monde, soit vraiment une priorité. Happy Pride. J'adore. À Montréal, Alicia Miljour pour Nouveau Info. C'est Marc-Antoine qui nous parle depuis l'Estrie. Ce soir, Étienne est au Saguenay, mais je débute avec toi, Samuel, en Mauricie. Les agences de voyage qui continuent d'écarter Cuba de leur offre à la clientèle. Et la situation continue d'empirer. On apprenait aujourd'hui que les transactions par Visa et Mastercard seraient suspendues à Cuba dès samedi en raison des sanctions américaines, bien que cela risque de ne pas affecter directement les Cubains eux-mêmes qui utilisent au final assez peu les cartes de crédit et privilégient d'autres modes de paiement. C'est une très mauvaise nouvelle pour le tourisme cubain. Après le départ du pays de certaines grosses chaînes hôtelières dans les derniers jours, c'est un clou supplémentaire dans le cercueil du tourisme cubain. Maintenant, la question, ce n'est même plus quand terminera la crise, mais plutôt que restera-t-il après la crise, effectivement, si toutes les entreprises quittent peu à peu le pays. Du côté de Trois-Rivières, à Club Voyage Super Soleil, la destination est proscrite depuis plusieurs mois comme quasiment partout ailleurs, alors qu'elle représentait près de 20% des destinations.
En fait, c'est plus au mois de février qu'on a vu un changement avec l'annulation des vols sur Cuba juste avant la relâche. Mais depuis ce temps-là, on avait vraiment mis un frein sur la destination. Donc, avec l'avis du gouvernement canadien disant d'éviter Cuba, nous, on n'a pas repris la relance, même pour novembre. Pour rappel, depuis le mois de janvier et l'intervention américaine au Venezuela, le pays est complètement privé de carburant, ce qui paralyse un très grand nombre de structures de la société. Et selon les experts, la situation pourrait ne pas revenir à la normale avant de très nombreux mois. Merci, Samuel. Maintenant, Marc-Antoine, Sherbrooke qui pourrait permettre aux propriétaires de délaisser le gazon devant leur résidence? Oui, plutôt que de planter du gazon, Marie-Christine, les Sherbrookois auraient d'autres options pour aménager l'avant de leur maison. Ça a été discuté hier soir au conseil de ville. Il y aurait tout de même des conditions à respecter. En plus des potagers qui sont déjà autorisés en façade ici à Sherbrooke, les citoyens pourraient ajouter des vivaces, des arbustes, des petites fleurs, des plantes comestibles également en façade, donc au lieu de mettre du gazon. Cela, selon les conseillers, en fait, c'est une mesure qui est intéressante pour la biodiversité. C'est également bénéfique là, pour les pollinisateurs. On en parle depuis plusieurs années à Sherbrooke. Au printemps 2025, par exemple, les élus avaient discuté de cette mesure. Des citoyens étaient également en faveur de cette nouvelle réglementation. Et même s'il y a plusieurs avantages, certaines personnes sont inquiètes et y voient des inconvénients. Le maire suppléant, demeure rassurant et explique que cette réglementation nécessitera une période d'ajustement. On va fonctionner avec les plaintes des citoyens. Et là, à ce moment-là, quelqu'un de la ville va aller regarder le tout pour voir si c'est conforme. Soit dit en passant, l'aménagement de ces alternatives-là à la pelouse demande autant d'efforts, sinon plus, que la bonne vieille tondeuse traditionnelle. On va demander que ce soit entretenu. Le projet devrait être adopté, Marie-Christine, le 7 juillet prochain. Marc-Antoine, j'espère vraiment que tu as mis de l'anti-moustique. Il y a tombé de la mouche autour de toi. C'est quelque chose. Elle ne pique pas. Elle ne pique pas. Oui. Merci, Marc-Antoine. Bye-bye. On est à Saguenay maintenant. Étienne, une jeune fille de 11 ans qui impressionne à Saguenay et elle a un rêve bien précis en tête. Oui, on parle ici d'Eliakim Bouchard, 11 ans, tu l'as mentionné, qui rêve de chanter l'hymne national pour le Canadien de Montréal. Et oui, un talent immense là, pour une enfant. On peut l'écouter là à l'instant. Alors, je l'ai rencontré là, dans un ranch, le ranch Saint-Henri à La Terrière, un lieu important pour la famille. Là, vous allez voir des photos, des images défilées là, d'elle sur un cheval. Elle fait de l'équitation depuis plusieurs années, mentionnait que c'était une bonne source pour elle là, de se recueillir. Mais elle, ce qu'elle veut faire dans la vie, c'est chanter. Et elle veut faire l'hymne national pour le Canadien de Montréal. Elle a déjà eu l'occasion de le faire à 3 reprises pour les Saguenay de Chicoutimi. Je vous laisse l'entendre là, discuter. Oui, bien, c'est sûr que aller chanter au Canadien, c'est une grosse expérience. Puis vivre cette expérience-là, pour moi, c'est très gros. Même si je la fais une fois, puis après, je la fais plus, c'est juste vraiment ça qui compte pour moi. Puis le faire une fois dans ma vie, vivre la sensation que ça fait. Une très belle rencontre que j'ai faite aujourd'hui, sincèrement. Puis elle sera au Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Les États-Unis annoncent de nouveaux tarifs en lien avec l'importation de produits issus du travail forcé. Le commentaire de Yves Boisvert là-dessus. Des drones ukrainiens frappent la Russie le jour même de l'ouverture du Forum économique international. Et incertitudes économiques et géopolitiques, des Américains cherchent à déménager au Canada. Mais d'abord, parlons de féminicide, mais aussi des signes avant-coureurs avant qu'un tel drame ne se reproduise. Notre collaboratrice et journaliste Maude Goyer s'est penchée sur le sujet, une série de 3 articles que vous pouvez consulter sur le site nouveau.info. Bonsoir, Maude. Bonsoir. D'abord, c'est un sujet franchement troublant. On parle encore une fois de 11 présumés féminicides et on n'est qu'à la moitié de l'année. Dis-moi, qu'est-ce que tu as voulu chercher dans ces articles-là? Bien, en fait, je voulais vraiment qu'on revienne
revienne un peu à la base, parce que je trouve que encore aujourd'hui, on se soulève pas assez, on s'indigne pas assez du nombre de féminicides allégués qu'il y a au Québec. Quand tu le dis, c'est 11 depuis le début de l'année. L'année passée, en tout, on en a eu 10. Donc, quand même, on est vraiment... On dépasse déjà il y a un enjeu. Donc, il y a quelque chose dans la prévention, dans la sensibilisation, mais aussi dans l'information à passer à tout le monde. Je pense que ça peut faire œuvre utile. Tu as quand même consulté une panoplie d'experts pour la rédaction de tes articles, des universitaires, des policiers, des gens issus du milieu communautaire. Est-ce que les experts comprennent mieux aujourd'hui ce qui peut pousser un homme à commettre l'irréparable? Absolument. Moi, ce que j'ai entendu à travers toutes les entrevues que j'ai faites, j'en ai fait 16 en tout, c'est vraiment que c'est jamais une perte de contrôle d'un homme sur une femme dans un contexte de violence conjugale, c'est une prise de contrôle. Donc, c'est quand l'emprise est totale et l'étau se resserre, surtout au moment de la séparation. Donc, quand la femme est en train de s'organiser, veut vraiment quitter, quand elle est capable de quitter, évidemment, c'est là souvent qu'il y a quelque chose, l'irréparable se produit. Il y a des experts, il y a des études. On connaît davantage les raisons, mais pourtant, il y a encore davantage de crimes. Est-ce qu'on en sait plus sur les signes avant-coureurs? Il y en a toute une série. Entre autres, là, je viens de le dire, la séparation. Le moment de la séparation, c'est vraiment un point crucial, un point tournant quand il y a vraiment déjà de la violence conjugale d'installer. Quand le moment de la séparation survient, là, c'est un moment qui est vraiment important. Le contrôle coercitif, on en parle de plus en plus, mais tout ce qui est là, la personne qui change ses habitudes, qui est obligée d'envoyer une vidéo quand elle est sur la rame de métro pour aller au travail, elle est obligée de démontrer que ça va bien au travail ou qu'elle est toute seule pendant la pause dans son bureau. Donc ça, on appelle ça le contrôle coercitif, là, de vouloir suivre tous les gestes, tout ce que l'autre personne fait. C'est des signes que la victime ne reconnaît pas elle-même et que les autres peuvent reconnaître. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut en parler vraiment beaucoup. Comme la strangulation aussi, on n'en parlait pas avant parce que c'est comme le mal invisible. Hein? La strangulation, le fait que les femmes se font étrangler par les conjoints violents. Donc la police, avant, n'était pas si attentive à ça. Maintenant, beaucoup plus, ils sont formés pour ça, le savent, parce que c'est quelque chose qui ne laisse pas de marque, mais il va y avoir des signes physiques, psychologiques, émotionnels, et maintenant, on en parle beaucoup plus. Donc ça aussi, c'est un moment important. Et qu'est-ce qu'on va découvrir au fil de tes articles? Bien, en fait, justement, les signes avant-coureurs. Mieux comprendre ce qui se passe, les signes avant-coureurs, mais aussi parler de ceux qui restent derrière. On parle souvent des victimes, bien sûr, mais il y a aussi des centaines d'enfants, de parents, de frères et sœurs, de proches qui perdent quelqu'un. Exactement. Donc, ceux qui restent derrière. Donc, fort troublant, mais fort intéressant aussi à lire donc sur nouveau.info. Merci beaucoup, Maude. Merci, Marie-Christine. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, la menace du 51e État qui refait surface. Oui. C'est pas bien loin, j'imagine. Bien, c'est parce qu'au début, t'entends ça... Est-ce que c'est une blague? C'est pas vraiment une drôle de blague parce que ça s'appelle une menace, en fait. C'est une menace d'annexion, si on veut être sérieux. On est obligé de prendre ça au sérieux parce que c'est le pays le plus puissant au monde et qui dit, bien, finalement, ce territoire-là, en haut, là, ce serait bien que vous soyez un... Mais on va pas vous prendre par la force. On va vous étrangler économiquement de façon à ce que vous voyez que votre intérêt, il est de faire partie de notre pays. Mais là, ça faisait un bout qu'on n'avait pas entendu parler. Exact. Là, l'ambassadeur arrive et retweet ça, reposte ça avant son arrivée. Oui, Pete Extra, c'est vraiment un ambassadeur très particulier, Marie-Christine, parce que c'est un peu comme s'il était la mascotte de Donald Trump. Il a repris ce tweet-là. Bon, on connaît le style de Donald Trump, mais un ambassadeur, ça doit avoir des qualités de diplomate. Et lui, la première chose qu'il a faite en arrivant au Canada, c'est de dire « J'en reviens pas comment les Canadiens sont anti-américains. » Bien, écoutez, monsieur l'ambassadeur, là, quand votre pays est menacé d'annexion, quand le président remet en question les frontières historiques, attendez-vous pas à ce qu'on dise « Oh, ben c'est pas grave, c'est juste de la négociation. » Donc, il a repris le tweet du président, il en remet, il est très agressif, très désagréable, et donc, mais il dit on va s'entendre.
bon, d'accord, mais à quel moment, c'est pas clair. Oui, puis à quel prix? On est quoi, 24 heures après cette rencontre-là dont on parlait hier, de Dominique Leblanc à Washington? Une rencontre qui, on dit positive, mais il n'y a pas encore de résultats. Bien, on nous dit ça à chaque fois qu'il y a une visite, là, Marie-Christine, puis il n'y a rien qui a débloqué. Puis évidemment, tant qu'il n'y a pas d'entente, ben, on continue à être dans le « Ah, ça va mieux, ah, on a intérêt à s'entendre ». Mais là, avec les menaces encore de tarifs douaniers... des nouveaux droits de douane. Encore là, il y a beaucoup de poudre aux yeux là-dedans. Parce que l'accord de libre-échange actuel, il est encore en vigueur. Mais là, c'est une autre menace. Et là, il faut le faire quand même. Un pays comme les États-Unis qui a arrêté l'aide internationale, OK? Il y a des gens qui meurent de faim en Afrique, notamment à cause de ça, et qui dit, ben là, vous n'êtes pas assez sérieux avec les compagnies qui font travailler des enfants, le Canada, et 59 autres pays. On vous impose des droits de douane. Et c'est pas faux qu'on n'est peut-être pas assez vigilant à ce sujet-là, mais c'est quand même fort de café que ça vienne des États-Unis, de Donald Trump. Alors, tous les prétextes sont bons, finalement. Marconnet n'avait pas trop l'air stressé de la situation. Il l'a minimisé. Non, évidemment. S'il fallait qu'il s'énerve à chaque tweet de Donald Trump, je pense qu'il ne dormirait pas beaucoup. Merci. À demain. Les grandes menaces maintenant de reprendre les hostilités et les attaques sur Beyrouth se poursuivent. Des bombardements sur la capitale qui ont fait au moins 8 morts hier. Aucun progrès tangible n'aurait été réalisé dans les négociations, selon le ministre des Affaires étrangères iranien. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, assure que la fin des opérations majeures, malgré les tensions et les frappes au Moyen-Orient. Des démocrates ont fustigé ces déclarations après des attaques de missiles et de drones iraniens contre le Koweït, alors que le détroit d'Ormuz demeure bloqué. Pendant que les yeux sont tournés vers l'Iran, les bombardements entre la Russie et l'Ukraine se poursuivent. Pas plus tard que ce matin, des drones ukrainiens qui ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg, alors que s'ouvre le traditionnel forum économique qui rassemble des responsables russes et occidentaux. On fait le point avec le journaliste indépendant basé à Kiev, en Ukraine. Patrice Sénécal, bonsoir. Bonsoir. Alors, ces frappes ukrainiennes ont touché des infrastructures sans heureusement faire de victimes, mais le président Vladimir Poutine a promis des représailles. Oui, en tout cas, la réaction est plutôt discrète depuis quelques heures. C'est le porte-parole du Kremlin qui a réagi aujourd'hui en promettant justement une riposte et en justifiant la guerre d'invasion sur la base justement de ces attaques ukrainiennes. Il faut dire que ces attaques de drones ukrainiens, ça s'inscrit dans une logique de moyen et long terme. En fait, c'est des frappes en profondeur qui se multiplient depuis un an environ. Le but de l'Ukraine, en fait, c'est d'affaiblir l'économie russe en provoquant, par exemple, des files d'attente dans les stations-service. Donc, c'est un peu de montrer, de faire peser la charge de la guerre aussi sur les épaules de la société russe. C'est ça l'objectif, en tout cas, côté ukrainien. Et c'est une société russe, en fait, aussi qui vit en quelque sorte dans une espèce de bulle à l'écart de la guerre. Donc le but de l'Ukraine, c'est justement d'essayer de réveiller un peu la Russie. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de signaux clairs qui montrent un soulèvement, mais en tout cas, l'économie russe est en mauvaise posture et c'est un peu l'objectif aussi, c'est de faire peser le poids de la guerre sur les épaules du Kremlin et du gouvernement russe. Oui, il faut rappeler que l'Ukraine a été frappée il y a 2 jours par des missiles, des drones russes, 23 personnes qui ont perdu la vie. Parlez-moi de la situation sur le terrain. Oui, donc il y a 2 nuits, en fait, il y a eu une grosse attaque, 40 missiles environ lancés sur Kiev seulement, donc la capitale ukrainienne. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont dirigés vers le métro. Moi, j'y étais justement. Il y a eu environ 43 000 personnes qui se sont dirigés dans les souterrains du métro, ce qui est un record en 4 ans de guerre, en fait. Et ça montre aussi la stratégie de terreur qui est voulue par Moscou. Donc, d'essayer de défrayer la population dans un contexte, justement, où la Russie a beaucoup de misère sur le champ de bataille. Donc, cette nuit-là, en particulier, il y a eu beaucoup de frappes dans la ville. Il y a eu aussi une vingtaine de morts à l'échelle de l'Ukraine, beaucoup de blessés. Et quand on parlait, justement, aux gens sur les lieux de sites de frappe, ce qu'on nous disait, justement, c'était malgré les attaques, on continuera de résister. Donc le moral n'a pas changé pour autant en Ukraine et on a toujours envie, on a toujours l'ambition de résister face à la Russie. Il faut dire aussi que cette nuit-là, en fait, à Kiev, dans les métros, pour un peu montrer l'envers du décor, ce qui frappe en quelque sorte, c'est de voir
qu'à chaque salle de missile, de frappe, il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans le métro. Donc, on le voit concrètement dans les gens, dans le visage des gens à moitié endormis qui rentrent sous terre. Donc, c'était à l'échelle de la capitale ukrainienne cette nuit-là. Et malheureusement, ça pourrait se reproduire dans les prochains jours parce que les attaques de drones et de missiles comme ça se produit environ aux 7 jours en Ukraine, dans les villes de l'arrière. Oui. Toute une situation quand même de stress pour les Ukrainiens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Maintenant, il y a de plus en plus d'Américains qui font du lèche-vitrine sur les sites de vente d'immobilier canadiens. Ça commence même à se faire sentir sur les ventes. L'entreprise immobilière Royal Lepage a remarqué une hausse marquée de l'achalandage sur son site Web en provenance des États-Unis. Lily Mercure a rencontré une Américaine qui est venue s'installer au Québec en raison justement du climat politique au sud de la frontière. Things got worse in the country, and that's also why I decided to come here. Brielle de Santos vit au Québec depuis 2019. L'Américaine de 28 ans est mariée à un Québécois. Le couple habite tout près de Joliette, dans l'Anaudière. Si l'amour est la principale raison qui a amené la jeune femme ici, le climat social aux États-Unis a énormément pesé dans la balance. I think it's become worse in his second term. Especially with the ICE raids going on, because my family is part Puerto Rican. My stepdad, my siblings, they all look Hispanic, so they've been scared that ICE is going to knock on their door and take them away, even though they're Puerto Rican, which is a U.S. territory. Celle qui œuvre maintenant en production vidéo essaie de convaincre sa famille qui vit au New Jersey de venir la rejoindre. They've been thinking about maybe moving to Ontario, like Ottawa, because it's only about 2.5–3 hours from here. And I thought also about maybe moving closer to Ottawa as well, so that we can be together and also they don't have to deal with the issues going on in the States. Ils sont loin d'être les seuls. Depuis le début de l'année, un nombre record d'Américains envisagent d'acheter une propriété au Canada, selon Royal Lepage. À la fin avril, il y a eu une hausse du trafic sur le site Web de 542 % par rapport à l'année dernière. Il faut se rappeler qu'au même moment, la Cour d'appel venait de suspendre l'accès à la pilule abortive par la poste. On ne voit pas encore sur le terrain des gens venir acheter des propriétés là, comme telles de façon significative. Là. Pas assez pour changer les statistiques du marché, quoi que ce soit. Puis le déménagement d'un pays, ben ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des processus d'immigration à faire, les élections mi-mandat qui s'en viennent. Là, je pense que si on arrive dans un endroit plus près d'un point de cassure, là, je pense que ça risque de se matérialiser. Et d'ailleurs, Ottawa a récemment élargi les critères d'admissibilité à la citoyenneté canadienne pour les personnes nées à l'étranger de parents canadiens. La loi C3 étend l'accès à la citoyenneté de la première à la deuxième génération, donc aux petits-enfants. Brielle de Santos poursuit l'apprentissage du français. Pour rien au monde, elle ne semble vouloir retourner vivre aux États-Unis. I feel like every day there are new laws being passed in other states. It's only a matter of time before it reaches even the blue states. Like, we don't know what's going to happen in the future. À Joliette, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, finalement, l'Olympia emboîte le pas et annule les spectacles de Patrick Bruel. Effectivement, les spectacles qui étaient prévus les 27, 28 et 29 novembre prochains sont donc annulés. Bien sûr, ça découle des suites des allégations de violences sexuelles qui pèsent contre le chanteur en France. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est si c'est l'Olympia, exactement, si c'est l'Olympia qui annule ou si c'est l'équipe de Patrick Bruel, parce que déjà en France, son entourage a déjà annulé plusieurs spectacles en France et un peu aussi à l'extérieur. Tout ce qu'on voit comme message sur le site où on peut acheter des billets, c'est que l'organisateur de l'événement est dans l'obligation d'annuler votre événement. Donc, ce n'est pas clair. On a tenté de rejoindre l'Olympia. Nos messages sont restés sans réponse. Contrairement à Gestev, qui, quand eux ont annulé il y a quelques semaines les spectacles prévus au Capitole, c'était très clair. C'était dû aux événements entourant Patrick Bruel. Mais tout ça pour dire que quand même, les billets, bien sûr, seront remboursés. Bon,
maintenant, retour vers le futur. Musique Plus qui renaît. Et qui l'aurait cru? Eh bien oui, Musique Plus qui va refaire surface. Cette fois-ci, ce ne sera pas à la télévision, mais sur TikTok, parce que bien sûr, c'est là que les jeunes se trouvent. Alors, c'est un partenariat entre la boîte de production Attraction, TikTok Canada. Les images ont comme mal vieilli. Oui, je pense que ça va être un peu mieux sur TikTok. Et Remstar aussi, qui détient la marque Musique Plus. Bien sûr, même but à toujours faire la promotion de la musique, la culture en général, les artistes qui sont établis, les artistes émergents. On aura le retour des VJ aussi. Bon, ce ne sera pas les mêmes que dans le temps. On ne sait pas encore c'est qui. On va le savoir dans quelques jours. Des carrières, ça, hein? Oui, exactement. Puis on devrait le savoir bientôt parce que ça commence tout ça sur TikTok le 11 juin prochain. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà vous abonner sur le compte de Musique Plus. Puis il y a aussi le compte Much Music qui existe déjà. Alors, je pense que ça va faire fureur. Maintenant, parle-moi de Marthe Laverdière qui reprend la route pour un deuxième spectacle. Exactement. Après, Marthe Laverdière fait son show à 3 Olivier gagnés et aussi 180 000 billets vendus. Elle va reprendre la route avec un spectacle qui va s'appeler « J'ai dit oui ». Alors, elle va revisiter ses 45 ans de mariage et aussi sa nouvelle vie de femme célèbre. Alors, le rodage commence déjà à la fin juillet et le spectacle, la tournée officiellement en février 2027. Il y a vraiment plein de dates avec Marthe Laverdière. Vous pouvez aller voir le où et le quand sur le marthlaverdière.ca. Impossible de s'ennuyer avec cette dame-là. Non, de l'anecdote, en veux-tu, en v'là. Hey, merci beaucoup, Alex. Merci. À demain. À demain. Bon week-end. Merci. Yannick, Frédéric, bonsoir. Allô. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, les Maple Leafs de Toronto qui s'intéressent à Patrick Roy? Effectivement. Et quand on y pense, Patrick Roy, éventuellement, derrière un banc des Maple Leafs à Toronto. C'est vraiment confirmé? Non, c'est confirmé même. Okay. D'ailleurs, c'est confirmé. Il y a l'informateur Elliot Freeman, pour ne pas le citer, qui a confirmé que les deux clans s'étaient rencontrés. En fait, les Maple Leafs de Toronto auraient une quinzaine de candidats. C'est beaucoup, mais Patrick Roy est un de ces candidats-là. Alors, Roy, évidemment, il est sans emploi, lui, depuis qu'il a été remercié par les Islanders de New York. C'était le 5 avril dernier. Il avait été remplacé par Peter DeBoer. Il a dirigé les Islanders pendant plus de 2 saisons. Et donc, les Islanders ont accordé la permission aux Maple Leafs de discuter avec Patrick Roy, qui n'est pas, je le mentionnais, le seul candidat. A souligné que Roy a déjà travaillé avec 2 premiers choix au total dans la Ligue nationale. Nathan McKinnon avec l'Avalanche du Colorado et avec Matthew Schaefer des Islanders de New York. Exactement. Et l'équipe qui a le prochain premier choix au grand total, ce sont justement les Maple Leafs de Toronto. Alors, le Roi dans la ville reine, ça serait... Voilà. Non, mais ça... Le Roi dans la ville reine, ça, c'est bon, ça. Une prise royale, véritablement. Une prise royale. Et je te souligne la aussi... royale. Je te souligne aussi que Patrick Roy a déjà gagné le trophée Jack Adams, remis au meilleur entraîneur. Aujourd'hui, on a décerné ce trophée dans la Ligue nationale. Et c'est John Cooper, l'entraîneur du Lightning de Tampa Bay, alors qu'il pensait, lui, aller dans un hôpital pour rencontrer des enfants malades et inaugurer un nouveau département. C'est là qu'on lui a annoncé qu'il avait été choisi entraîneur de l'année dans la Ligue nationale de hockey. Une première. Maintenant, tennis, le parcours de Félix Auger-Aliassime à Roland-Garros se termine, malheureusement. Oui, en quart de finale, malheureusement contre Flavio Cobolli, un Italien. Ça avait bien commencé pour Félix Auger-Aliassime qui avait remporté la première manche 6-4, menait la seconde 3-1 et à partir de ce moment-là, Marie, tout s'est effondré pour Félix Auger-Aliassime. Il a perdu la deuxième manche 4-6, la troisième 4-6, la quatrième 4-6. Il a dit après le match, « Je ne suis pas le joueur que je veux être sur le terrain ». Alors, déception pour Félix Auger-Aliassime. Mais autre coup de théâtre aujourd'hui à Roland-Garros chez les dames, Aryna Sabalenka, la numéro 1 au monde, a aussi perdu son match alors qu'elle était en plein contrôle et elle a dit après le match, elle, « Aujourd'hui, là, j'arrêterai de jouer au tennis. Peut-être que dans plusieurs jours, je vais reprendre mes sens, mais ça a été mentalement très difficile, son match. Donc, effectivement. Maintenant, OK, si on se fie au premier match entre les Golden Knights et les Hurricanes, la finale de la Coupe Stanley promet. Oui, en tout cas, c'était pas le genre de match qu'on attendait, mais il s'est marqué beaucoup de buts. Pas un match de gardien de but. Les Hurricanes, qui avaient même pris les devants 2-0, finalement, ils se sont inclinés face aux Golden Knights. Fait compter sur Rod Brind'Amour, cependant, qui va réussir à trouver un petit tour de passe-passe pour que son club soit davantage prêt pour le deuxième match qui aura lieu demain. Et je te signale sur ces images également que, parlant de grande finale, c'est le début ce soir aussi de la grande finale dans la NBA, alors que les Knicks de New York et les Spurs de San Antonio ont rendez-vous. Tous les matchs de cette finale seront présentés sur les ondes de RDS, Marie-Christine. N'oublie pas ton alerte pour les verres de contact. Toujours. Yann Fred, merci beaucoup. À demain. Salut. OK, ciao, à la prochaine. On reste
reste en hockey. Au premier match de la finale de la Coupe Stanley, justement, les partisans des Hurricanes s'en sont pris au gardien des Golden Knights. Carter Hart est un des 5 joueurs acquittés des accusations d'agression sexuelle au terme d'un procès d'équipe Canada junior l'an dernier. Rappelez-vous, la notion de consentement était au cœur des procédures. D'abord suspendu par la Ligue nationale, Hart est de retour au jeu depuis décembre. Le gardien de 27 ans a été hué, donc avant que la foule scande « Non veut dire non ». Salut Marie-Claude. Salut Marie. Alors ce soir au débatteur, il sera question de protection de victimes de violences conjugales. Oui, on s'inspire ce soir sur le dossier de notre collègue et collaboratrice Maude Goyer qui traite de féminicide. D'ailleurs, vous pouvez lire ces 3 articles sur le site nouveau.info. Donc 11 féminicides au Québec depuis le début de l'année. Souvent, il y a des signes avant-coureurs, une escalade de la violence avant qu'on arrive à ce drame-là du féminicide. Beaucoup de violences coercitives, pas seulement des coups. Ce qu'on apprend aussi, c'est que ça prend jusqu'à 8 tentatives avant qu'une femme victime de violences conjugales arrive à quitter son conjoint. Mais encore, faut-il avoir de la place pour l'héberger? Alors, la question qu'on se pose ce soir, est-ce que le gouvernement devrait-il financer systématiquement la relocalisation des femmes qui portent plainte pour violences conjugales? C'est notre débat de 22h30. Merci beaucoup. Excellente soirée à notre antenne. À demain tout le monde. Bye-bye.